Bonjour à tous. Bruno Perdieu, je suis coordinateur de projet et développement pour la Fédération des services de santé au travail d'Île-de-France. Nous allons bientôt débuter cette conférence. Nous attendons quelques minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Nous avons beaucoup d'inscrits ce matin et les personnes sont en train de se connecter. Voilà, donc je vous demanderai de bien vouloir patienter juste quelques secondes et nous pourrons commencer ce webinaire. En attendant, je vous précise que le support de cette conférence sera disponible de suite après sur le site internet de la Fédération, www.fédération-santé-au-travail-île-de-france.org et le replay dans la journée. Nous avons encore pas mal de personnes qui se connectent actuellement. Donc, je vous fais patienter juste quelques secondes pour démarrer bientôt ce webinaire sur le sommeil et le télétravail. Alors, je crois que nous allons commencer. A priori, nous avons déjà pas mal de participants qui sont arrivés. Et je vous remercie d'être aussi nombreux ce matin. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous remercions de vous être inscrits aujourd'hui pour assister à notre webinaire sur sommeil et télétravail, comment garder le rythme et la forme. En cette période de crise sanitaire donc, qui se poursuit pour nous tous, nos rythmes sont bouleversés et nos organismes assez éprouvés. Aussi, comment éviter stress, fatigue et démotivation? Connaître et respecter certaines règles peuvent nous y aider. C'est pourquoi, à travers ce webinaire, votre service de santé au travail vous propose de faire le point sur le sommeil, élément incontournable de notre bien-être. Le docteur Royan Parola va aborder les règles et les bienfaits du sommeil et vous donner des conseils pour le restaurer et mieux vivre en télétravail. 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont donc décidé d'organiser cette conférence collectivement en partenariat avec le réseau Morphée. Votre conférencière donc, est le docteur Sylvie Royan-Parola, présidente du réseau Morphée, psychiatre et médecin spécialiste du sommeil. Avant de commencer, pour poser vos questions en ligne, vous pouvez cliquer sur le bouton Q&R en bas de votre écran. Une fenêtre de dialogue s'ouvre. Vous inscrivez votre question et vous cliquez sur Envoyer. Madame Roux, déléguée générale de la Fédération, et moi-même noterons les principales questions afin de les poser au docteur Royan-Parola pour un temps d'échange à la fin de son exposé. Je laisse maintenant la parole au docteur Sylvie Royan-Parola. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Santé et Travail pour cette invitation à aborder ce sujet qui est si important que celui de télétravailler avec toutes les conséquences que cela va modifier au niveau du sommeil. Et effectivement, cette expérience, on peut dire que l'on vit depuis presque un an, est très, très particulière avec des périodes où l'on a été complètement confiné, où on a commencé à trouver un autre équilibre entre la vie personnelle et le travail, sans trouver un équilibre qui soit très satisfaisant encore dans la vie tout court. Mais bon, ça nous laisse réfléchir aux conséquences et à de nouvelles façons de travailler, et notamment donc à télétravailler à la maison, et qui est une situation très particulière parce qu'on est dans un espace confiné, donc il sera plus difficile de se concentrer
parce qu'il y a des moments où il faut nécessairement s'arrêter. Il y a des moments où on va partir un petit peu, se déconnecter, si je puis dire, quand on est tout le temps sur un écran. Il y aura des difficultés à mettre des limites entre le travail, la vie familiale et tout ce qui est vie, loisirs, etc. La sédentarité, qui est un gros problème que l'on voit actuellement avec des gens qui, effectivement, ne sortent pratiquement pas de la journée, et un isolement social indéniable, avec une perte du lien social et donc un temps passé énorme devant les écrans. Le diapo suivante. Les conséquences du télétravail, c'est qu'il va y avoir un nouveau rythme de vie avec, je disais, dans la sédentarité, c'est avant tout moins de sport, mais aussi moins de sorties en extérieur, c'est-à-dire des choses qu'on ne réalise pas du tout, notamment le fait que quand on sort, on est tout simplement et tout bêtement, si je puis dire, exposé à la lumière naturelle. Et ça, maintenant, on voit des gens qui ne voient plus la lumière du jour, surtout qu'on est en hiver. Il y a la perte de repères social avec ces rythmes qui sont totalement importants. Ce sentiment de solitude, non, si vous pourrez revenir avant, un sentiment de solitude important, le stress qui va en découler et la perte aussi de quelque chose qui est très particulier pour la notion de rythme, c'est le fait qu'il n'y a plus de groupe qui permet d'entraîner et de donner un peu un tempo où l'on se cale un peu sur les autres. Le temps passé des écrans, on va le voir, est décuplé. Donc, diapo suivante. En quoi ça modifie le sommeil? Eh bien, diapo suivante, il y a des choses qui sont évidentes dans notre environnement ou qui paraissent évidentes dans notre environnement et qui sont finalement des paramètres que l'homme a toujours cherché à contrôler, notamment la lumière et le fait qu'il y a il y a une alternance jour-nuit. Aussi loin qu'on remonte, hein, il y avait le feu à l'époque préhistorique qui permettait de voir un petit peu autour de soi, mais c'est surtout en 1879, avec la découverte de la première ampoule électrique par Thomas Edison, que l'on va avoir toute une modification des rapports de l'homme avec son environnement. En 1890, ça a été le début du travail de nuit dans les usines, qui était un travail très, très lourd, très important. Et il faut noter d'ailleurs qu'il a été interdit aux femmes jusqu'en 2001. Et en 1994, autre révolution qui arrive et qui va modifier nos rapports avec l'environnement, c'est Internet dans les foyers. Et 2007, c'est la généralisation des smartphones. Donc on voit que toutes ces inventions humaines, finalement, vont petit à petit modifier notre rapport à l'environnement et modifier nécessairement notre sommeil. Diapo suivante. Donc, ce qu'on a observé dans la première période de confinement a fait l'objet, c'est une enquête que le réseau Morphée a fait pendant cette période très particulière où là, on était vraiment sous cloche avec interdiction de sortir sauf 1 heure par jour et pas de travail, enfin, et pas même de télétravail, puisqu'à l'époque, ça commençait tout juste. Donc, tout le monde était un peu sidéré. Et là, on s'est aperçu que 47% des personnes interrogées rapportaient un mauvais sommeil avec des horaires beaucoup plus irréguliers qu'à l'ordinaire, des couchers plus tardifs, une diminution du temps de sommeil pour la majorité des gens, même si certains avaient un temps de sommeil qui était plus long, parce que finalement, ils étaient dans un rythme un petit peu différent que le rythme contraint de la période de travail habituelle. Beaucoup moins d'exposition à la lumière naturelle et un temps passé sur les écrans le soir qui était vraiment important. Notamment, on voyait des temps de plus de 4 heures le soir, juste avant d'aller se coucher, qui était très, très habituel. Donc, diapo suivante.
Diapo suivante. Donc, le sommeil, c'est un rythme. Euh, Allez-y, faites voilà, un rythme circadien, c'est-à-dire que toutes les nuits, tous les jours, pardon, à peu près à la même heure, la personne va avoir sommeil et tous les jours, à peu près à la même heure, la personne va se réveiller. À droite, vous avez une représentation actimétrique du rythme veille-sommeil et on voit que c'est très régulier avec des couchers qui sont plutôt avant minuit dans la partie haute et un petit peu plus tôt à partir du lundi 29 mars et un temps de sommeil qui est plutôt de l'ordre de 7 heures, 8 heures, un réveil qui est aussi régulier. Et le petit changement au niveau de l'heure d'endormissement à partir du 29 mars, c'est parce qu'il y a eu le changement d'horaire et donc on voit que la personne se décale un petit peu. Et donc ce rythme, il est très répétitif, très spécifique d'un individu, avec notamment ce qu'on appelle des gens du matin, donc plutôt couche-tôt, lève-tôt, et des gens du soir, plutôt couche-tard, lève-tard. Alors justement, à propos de ça, un petit sondage, diapo suivante. Est-ce que vous pensez être du soir ou du matin? On va vous laisser un petit temps pour répondre. Donc, vous allez cocher la case qui vous correspond, enfin, qui correspond plutôt à votre sentiment, pour qu'on voit un peu si c'est la répartition habituelle par rapport au sommeil. Allons-y, allons-y. Là, je ne vois pas pour l'instant beaucoup de votes, mais je suppose que j'aurai le résultat du sondage qu'à la fin. Alors, est-ce que tout le monde a voté? On va peut-être regarder les résultats. Eh bien, on voit qu'il y a 54% de gens qui sont plutôt du soir et 46% des gens qui sont plutôt du matin. Ben, vous êtes un peu dans la tendance, je dirais, standard, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu plus de gens du soir et un peu plus de gens du matin, tout au moins pour une population, j'imagine, de votre âge, c'est-à-dire de gens qui travaillent entre 25 et 55-60 ans. Chez les gens plus jeunes, on verrait plus de gens du soir beaucoup plus de gens du soir que de gens du matin. Et chez les gens plus âgés, au-delà de 60-75 ans, là, on va avoir plutôt des gens couche-tôt, lève-tôt. Donc, on est dans cette dimension, dans une dimension circadienne qui est intéressante parce qu'il y a des gens qui peuvent être en souffrance au niveau du travail si on les pousse trop à se lever très tôt alors qu'ils sont plutôt du soir ou l'inverse, à se coucher tard alors qu'ils sont plutôt du matin. Et ça dépend d'une caractéristique génétique. Et même s'il y a un rôle indéniable de notre synchronisation par rapport à l'alternance jour-nuit, et qui est montré là avec le fait que l'alternance lumière-obscurité, ça donne un signal régulier de synchronisation. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de nous recaler, de recaler nos horloges. Et on voit que la Terre tourne autour du Soleil et que la Terre tourne sur elle-même. Donc, vous revenez sur la diapo, s'il vous plaît. Et donc, c'est un rythme de 24 heures qui fait que ça organise notre vie sociale. Et quand on passe plus de temps à la maison, eh bien le temps d'exposition à la lumière va diminuer. Diapo suivante. La lumière, elle va avoir un rôle absolument fondamental pour nos horloges internes. En fait, la lumière est captée par les yeux qui vont à ce moment-là envoyer des messages qui passent par la rétine avec les cellules réceptrices jusqu'au noyau suprachiasmatique. Après, vous avancez s'il vous plaît, merci. Il y a une autre structure au niveau du cerveau qui est importante, qui est l'épiphyse, qui elle va sécréter une hormone que vous connaissez tous, la mélatonine. Et la mélatonine a des liens, enfin, avancés, merci Céline. L'épiphyse va être en lien avec ce noyau suprachiasmatique dont elle reçoit des connexions,
mais qui va agir aussi en retour et pour finalement, flèche suivante, agir sur tout l'organisme. Et la mélatonine, en fait, va permettre de mesurer le temps qui lui est apporté, dont la notion, disons, est apportée par les liens avec ce noyau suprachiasmatique qui reçoit la lumière directement. Donc, en fait, vous avez ces deux structures, le noyau suprachiasmatique qui est complètement en rapport avec l'extérieur au niveau de l'éclairement et qui va donner, en fait, ce message à une hormone qui est la mélatonine, qui, elle, est diffusée dans tout notre organisme. Et donc, toutes les cellules du corps vont se mettre en phase pour être en rapport avec ce rythme veille-sommeil. Diapo suivante. Alors, la lumière, elle a vraiment un effet tout à fait étonnant sur les rythmes. C'est-à-dire qu'une lumière forte le matin va entraîner les rythmes de telle sorte qu'il va y avoir une avance de l'heure du réveil et une avance de l'heure de l'endormissement. À l'inverse, une lumière forte le soir va repousser les rythmes avec un endormissement plus tardif et un réveil plus tardif. Et l'activité physique va avoir le même type de rôle aussi. Et vous voyez, par rapport à ce qui se passe le soir, que ça nous permet de comprendre les messages que va envoyer un téléphone portable, par exemple, que l'on regarde le soir, ou une tablette que l'on regarde le soir, parce que ça va avoir tendance à repousser notre heure d'endormissement. Donc, je disais que l'activité physique, donc il faudrait une activité physique soutenue va avoir le même rôle que la lumière sur les rythmes. Donc, on a deux outils là, qui sont à la fois la lumière et l'activité physique, qui vont pouvoir jouer sur la synchronisation de nos rythmes. Et quand on est dans cette période où on modifie vraiment nos rapports à l'environnement, nos rapports à la lumière, ça va être un petit peu les deux piliers en fait, sur lesquels on va s'appuyer par la suite pour restructurer nos vies. Alors la lumière, elle a aussi cette caractéristique de ne pas être perçue de la même façon en fonction de l'âge. Vous savez que tous les corps vitreux qui sont au niveau de l'œil vont avoir tendance à se pacifier avec l'âge. Le plus commun, c'est le cristallin, hein, qui donne cette perte de perception de la lumière. Eh bien, effectivement, la lumière va être beaucoup plus forte, beaucoup plus fortement perçue chez les jeunes à 10 ans. Et alors, quand on a 95 ans, on va plus percevoir grand-chose. Tout est un petit peu gris, estompé. Diapo suivante. Alors, la lumière naturelle est malheureusement mise en compétition avec tout ce qui va être directement lié aux écrans, parce que les écrans nous apportent une lumière bleutée qui est très proche de la lumière du jour. Et là, on a des chiffres qui sont assez accablants sur le temps que l'on passe sur un écran, pour les jeunes en tout cas, entre 2012 et 2017, vous voyez qu'on est passé de 5h40 en 2012 à 9h57 à 2017. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, diapo suivante. Alors, déjà, combien de temps vous passez devant un écran le soir avant d'aller vous coucher? 30 minutes, entre 30 minutes et 1 heure, entre 1 heure et 2 heures, entre 2 heures et 3 heures, plus de 3 heures. Allez, soyez honnête. Hein. Je vous laisse un petit temps. Bon, je crois que là, vous avez eu le temps de répondre. Alors, ça donne quoi? 9% 30 minutes ou moins, 13% entre 30 minutes et 1 heure, 30% entre 1 heure et 2 heures, et 34% entre 2 heures et 3 heures, et plus de 3 heures, 14%. C'est quand même pas mal. Hein. Le maximum entre ces 2 et 3 heures, pour 34% d'entre vous, c'est beaucoup. Alors, si vous avez des troubles du sommeil, après, il faudra vraiment y réfléchir. Parce que voilà ce qui se passe, en fait. Quand vous regardez un écran, eh bien, cet écran, il va vous délivrer une lumière qui a une longueur d'onde autour de 460 nanomètres, c'est-à-dire le spectre de la lumière qui est le plus fort sur
les cellules de la rétine dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, ça a deux effets. Ça bloque la mélatonine et ça diminue la somnolence. Et du coup, eh bien, un, on n'a pas sommeil, et deux, ça retarde l'endormissement. Et ce qui n'est pas montré sur cette diapositive, ça va aussi favoriser des éveils dans la nuit. Alors, on a exactement le même effet avec, là c'était des iPads, hein, on voit qu'il y a un effet bloquant de la mélatonine qui est extrêmement fort. Donc vraiment faites attention, les écrans, c'est vraiment pas la bonne idée le soir, il faut les arrêter au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Diapo suivante. Alors la lumière naturelle, à contrario, c'est vraiment un médicament en quelque sorte, comme dit Anna Virjustis, qui est une grande spécialiste du sommeil et des rythmes suisses, et parce que ça a des effets non seulement sur, comme je vous le montrais tout à l'heure, sur le fait de recaler l'horloge, mais ça a aussi des effets sur l'humeur. Quand il fait beau, quand il y a du soleil, eh bien l'humeur est moins maussade et même beaucoup plus gaie. Alors on peut aimer les bains, enfin le côté un peu froid de Saint-Pétersbourg, comme en haut sur la photo, ou bien être plutôt sous un palmier. Bon, c'est sûr qu'en cette saison, je crois qu'on a plutôt envie d'un peu de chaleur et un peu de palmier, mais peu importe, l'important c'est la lumière. Diapo suivante. Alors, les conséquences d'un sommeil qu'on malmène, c'est pas rien. C'est-à-dire que quand les horloges ne sont pas bien en phase, les horloges dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont être synchronisées par la mélatonine après l'exposition à la lumière, eh bien, ça permet d'avoir toutes les horloges périphériques, c'est-à-dire celles qu'on a dans le foie, celles qu'on a dans les cellules, celles qu'on a dans les cellules musculaires pour la force physique, celles qu'on a au niveau du cerveau pour réguler tout ce qui est attention, concentration, eh bien ces horloges, si elles ne sont pas bien synchronisées les unes par rapport aux autres, eh bien on s'est rendu compte qu'on fonctionnait beaucoup moins bien. Là, par exemple, on s'est aperçu que pour contrôler la prise alimentaire et la dégradation des aliments, il y avait deux hormones importantes qui sont la leptine et la ghreline. Eh bien, quand on fait une privation de sommeil, en rouge c'est la privation de sommeil, on voit qu'il y a un décalage très important entre les deux courbes. On aura exactement la même type de courbe si on fait, si on décale le repas de 2 heures par exemple, eh bien ces hormones-là ne vont pas être sécrétées normalement. Et leur sécrétion qui va être augmentée pour l'une, baissée pour l'autre, va en fait entraîner une prise alimentaire plus grande, on a plus faim, et une moins bonne dégradation des aliments, moyennant quoi, eh bien, évidemment, à ce moment-là, on va prendre du poids. Ça, c'est un exemple. Vous avez des tas d'autres exemples qui vont montrer que quand on malmène les horloges internes, quand on ne respecte pas ses besoins de sommeil, on va avoir des conséquences parce que le corps fonctionne par à-coups. Il va y avoir des conséquences immunologiques, les défenses immunitaires vont plutôt baisser, il va y avoir des conséquences cardiaques parce que le cœur va fonctionner moins bien, avec notamment beaucoup plus de risques d'hypertension. Et il va y avoir des conséquences au niveau du moral, parce que le moral et la régulation de l'humeur, enfin, tout ce qui va conduire à des dépressions éventuelles, ne sera pas fait correctement. Et on pourra avoir plus de risques et plus de fragilité de ce point de vue-là, avec des dépressions. Et notamment, on est en train de voir là maintenant que le fait de vivre sous cloche, sans rythme, sans contact, est très préjudiciable à l'humeur et qu'on voit des gens qui avaient déjà une sensibilité de ce côté-là qui rechute, ou bien des jeunes notamment qui sont en plus grande détresse en ce moment. Diapo suivante. Alors, de surcroît, si vous voulez, que ce soit la solitude, le changement de rythme, c'est vraiment une source de stress. Et le stress va rajouter un paramètre au niveau du sommeil important parce que le stress, en fait, c'est un hyper-éveil à l'état pur. Et sommeil et éveil, ça ne fait pas bon ménage. C'est-à-dire que pour pouvoir dormir, il faut pouvoir être apaisé, pouvoir être calme, pour pouvoir être en confiance, toutes choses qui sont un peu plus difficiles en ce moment à faire. Donc, diapo suivante.
vous avez tout un mécanisme, disons, qui va privilégier vraiment la mise en place d'une insomnie et favoriser l'insomnie chronique, parce que probablement tous, j'imagine, enfin, vous avez connu des périodes d'insomnie ou un peu d'inquiétude en ce moment, mais quand ça se reproduit, il y a tout un schéma qui va apparaître. C'est-à-dire que quand on est confronté à une nuit de mauvais sommeil, on commence à avoir ce discours qui est ah, encore une mauvaise nuit, oh là là, mais demain, je vais pas pouvoir faire ce que je dois faire. Il faut absolument que je dorme. On va se focaliser sur le sommeil. On va aggraver des préoccupations mentales qui vont venir s'entrechoquer dans notre cerveau. On va essayer de contrôler notre sommeil. Et c'est là qu'on va prendre des mauvaises habitudes. En général, quand quelqu'un dort pas bien, il va vouloir rattraper, comme il dit, du sommeil, c'est-à-dire il va se coucher plus tôt pour dire moi là je suis prêt et là c'est bon, je vais pouvoir m'endormir plus vite, ou bien s'il peut rester le matin parce que soit c'est du télétravail, donc à la limite il peut se décaler un peu plus, soit c'est un jour où il ne travaille pas et du coup il peut se décaler aussi, et il va se lever beaucoup plus tard. Et donc ça modifie complètement le comportement du sommeil entre cette hyper-focalisation sur le sommeil qui devient l'objet de toute l'attention, avec des consignes que l'on se met à soi-même, il faut absolument que je dorme, il faut absolument que je récupère, donc ce qui augmente encore le niveau d'angoisse. Et là, on va pouvoir arriver à un schéma où l'insomnie chronique va s'installer. Une insomnie chronique, c'est une insomnie qui dure plus de 3 fois par semaine, pendant 3 mois. Diapo suivante. Et là, voilà, on a construit son insomnie. On est dans une phase d'insomnie. Donc là, c'est une personne qui s'endort plutôt pas mal en général, mais qui se réveille en cours de nuit avec des réveils vraiment assez longs ou des réveils en fin de nuit. Et donc, bah, évidemment, le lendemain, il y a des conséquences avec notamment une somnolence, une fatigue qui est gênante tout au long de la journée, parfois des maux de tête. Diapo suivante. Alors, il y a des techniques qui vont aider à garder un bon rythme, et c'est ce que je voudrais vous apporter, parce que à la fois ça paraît très simple et à la fois c'est très très compliqué à mettre en route. Il faut vraiment renforcer ces rythmes biologiques. Dès lors qu'on va instaurer tout un système qui va permettre de contrôler notre activité et voilà, et contrôler notre activité et contrôler notre exposition à la lumière, on va être dans un système qui va renforcer très fortement notre horloge biologique et qui va faire qu'elle sera un petit peu la colonne vertébrale sur laquelle on pourra s'appuyer parce que ce sera du solide derrière. Alors, comment on va faire? Diapo suivante. Eh bien, s'il n'y a pas assez de lumière naturelle, et c'est vrai qu'en ce moment, bon, on a les jours qui commencent à rallonger, heureusement, mais on ne peut pas dire qu'il y ait encore une luminosité extrêmement forte. Donc, il y a des systèmes qu'on appelle des lampes de luminothérapie qui apportent une lumière proche de la lumière naturelle et qui sont particulièrement intéressantes donc en hiver, qui ont un effet tout à fait reconnu sur l'horloge interne, mais il faut que ce soit des lampes qui délivrent une lumière forte, c'est-à-dire 5000 lux à 50 cm. Donc il faut bien faire attention dans le commerce quand on prend les lampes, pour prendre des lampes qui sont dans ce niveau d'intensité lumineuse. Y a pas de, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, donc on ne peut pas dire que c'est passé par un circuit médical. C'est strictement, quand c'est aux normes, c'est juste les normes CE de sécurité d'électricité, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, les lampes de luminothérapie, ça existe. On peut les utiliser notamment le matin, ça a un effet vraiment important pour synchroniser nos rythmes. Diapo suivante.
Le deuxième paramètre, c'est le sport. Et on a vu que chez les mauvais dormeurs, le sport, enfin, l'exercice physique régulier augmente le sommeil profond, augmente le temps de sommeil total, diminue la latence d'endormissement, diminue les éveils intrasommeil. Donc vraiment, c'est tout bénéfice pour quelqu'un qui dort mal. Mais quand on parle de sport, c'est pas en faire une fois ou deux fois par semaine pendant 1 heure et demie. En fait, on tire beaucoup plus de bénéfices au niveau du sommeil si on le fait tous les jours ou presque tous les jours, pas dans des durées aussi longues, mais minimum 20 minutes, idéalement une demi-heure tous les jours, plutôt le matin ou en début de journée. Et là, on va avoir, enfin en cherchant plutôt un sport cardio-training, c'est-à-dire où on transpire un peu, où on augmente un peu sa fréquence cardiaque, mais sans être dans la performance de fou, et puis qu'on adapte bien sûr en fonction de ses possibilités. Quelqu'un d'âgé, ça va être simplement une marche un peu plus rapide, ou un petit peu de gymnastique au sol. Mais vous pouvez avoir des appareils aussi chez vous qui vont vous aider, notamment parce que faire du sport, aller courir pendant l'hiver, c'est pas très agréable, que quand vous courez sur des terrains qui sont trop durs, vous vous faites mal. Donc des appareils comme un vélo elliptique ont l'avantage d'être doux, disons, pour les articulations et pour les tendons, mais par contre, qui peuvent vraiment entraîner un exercice où vous accélérez votre fréquence cardiaque juste ce qu'il faut. Et vous pouvez faire les deux. Vous pouvez avoir une lampe de luminothérapie devant votre vélo elliptique et du coup, là, vous avez en une demi-heure tout ce qu'il vous faut. À la fois la quantité de lumière et à la fois l'exercice physique qui est souhaitable. Diapo suivante. Alors, combien de temps vous passez dans votre lit, même si ce n'est pas pour dormir? Enfin, donc, à quelle heure vous allez vous coucher le soir et à quelle heure vous vous levez, donc pour avoir le temps de vous passer dans le lit? Combien de temps? Moins de 8 heures, entre 8 et 9, entre 9 et 10, plus de 10? Allez, ne trichez pas. Allez, encore un petit peu. Voilà. Bon, je crois que c'est bon là. On va peut-être avoir la réponse. Eh bien, on voit que vous êtes 42% à passer moins de 8 heures dans votre lit et 37% entre 8 et 9, 16% entre 9 et 10 et plus de 10, 5%. Bon, en grosso modo, vous êtes dans la moyenne puisque les Français sont considérés comme dormant entre 7 et 8 heures. Bon, des gens qui passent plus de 10 heures au lit, euh, il faut s'interroger sur ce qui se passe. Parce qu'un des mécanismes d'entretien de l'insomnie, ça va être justement de passer beaucoup trop de temps dans son lit. Je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, il faut ne se coucher que lorsqu'on a sommeil et que pour dormir. C'est-à-dire qu'on ne va pas se coucher pour travailler, on ne va pas se coucher pour manger. C'est vraiment la chambre doit être réservée à l'intimité et au sommeil. Et donc, il faut avoir le signal le plus efficient pour notre cerveau. Donc, ils comprennent bien que quand on va au lit, c'est pas une troisième mi-temps, on ne commence pas une nouvelle vie en faisant des tas d'autres choses dans son lit. Et si on ne dort pas, eh bien, si on ne s'endort pas, non, diapo précédente, s'il vous plaît. Si on ne dort pas, ben, il faut se lever et faire autre chose, que ce soit, parce que si vraiment on met beaucoup de temps à s'endormir, ça peut arriver, hein. Une fois, en fait, finalement, on s'est trompé, on était couché trop tôt, et puis on ne s'endort pas. Il vaut mieux se lever et se recoucher plus tard. Et si on se réveille la nuit, d'abord, on reste un peu tranquille en voyant un petit peu ce qui se passe. Si au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on commence à faire la crêpe et se retourner et retourner, il faut se lever et faire autre chose. Notamment, vous pouvez aller vous faire une tisane, c'est très bon pour vous rendormir après. Et vous vous recouchez donc une vingtaine de minutes après. Et là, votre sommeil va pouvoir de nouveau repartir. Et le matin, si vraiment il est 6 heures du matin, vous devez vous lever à 7 heures,
Ne cherchez pas à tout prix à rester au lit jusqu'à 7 heures. Si vous êtes vraiment réveillé plus tôt, levez-vous et commencez doucement votre journée en faisant des choses un peu sympas. Et du coup, le soir d'après, vous aurez plus de chances à la fois de dormir et de récupérer un sommeil correct. Si vous êtes un peu fatigué, il vaudra mieux faire des siestes brèves, une vingtaine de minutes, mais en tout cas pas dormir plus tard le matin. Donc, diapo suivante. Je vous disais, finalement, quand on est insomniaque, on va passer beaucoup de temps dans son lit. Je pensais plus spécialement à ceux qui passent 10 heures et plus dans leur lit. Là, c'est un peu ce que fait la personne en haut. Enfin, en fait, on voit que coucher à 21h30 et le lever à 8h30, quand on n'a besoin que de 7 heures de sommeil, ben nécessairement, votre temps de sommeil, il va s'entrecouper de périodes d'éveil parce que votre cerveau, il peut pas fabriquer 10 heures de sommeil. Donc, du coup, c'est souvent plus désagréable d'avoir des tas d'éveil comme ça que de se coucher plus tard, 23h30, et de se lever à 8h30, à 7h, pardon, parce que là, on va voir que le sommeil se reconcentre, se reconstitue, et du coup, eh bien, quand on a ces mauvaises habitudes, il faut vraiment réduire son temps de sommeil au lit dans un premier temps, et puis après allonger d'un quart d'heure en quart d'heure pour trouver le temps de sommeil avec lequel on est bien et où il n'y a pas de trou dans le sommeil. Donc, on est vraiment dans un process de changement d'habitude. Diapo suivante. Vous avez effectivement le fait qu'il faut réserver la chambre au sommeil et à l'intimité. Et la chambre aussi, surtout dans des périodes compliquées comme maintenant, où elle est un petit peu envahie par un espace de travail, hein, parce qu'il y a plein de gens qui vont venir travailler dans la chambre. Il va falloir pourtant réserver un endroit, même dans la chambre, enfin au niveau du lit, où c'est un espace protégé. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur le lit, on travaille éventuellement à un bureau à côté, ou une table à côté, mais vraiment la chambre doit rester cet endroit protecteur intime et protégé où on peut lâcher et se couper du monde. Il faut restructurer aussi les rythmes et les synchroniseurs. Un petit truc tout bête, plutôt que de prendre une douche le soir pour être plus tôt le matin sur la brèche le matin, il vaut mieux prendre sa douche le matin. Ça vous permet à la fois de continuer à bien vous réveiller et de donner un signal fort, disons, de synchronisation. Faire du sport plutôt le matin, et par exemple, ça peut être de faire de la marche pour aller au métro. Ça peut être de faire vraiment du sport si vous avez le temps. Vous exposer à la lumière le matin ou le midi, et là en ce moment c'est plutôt le midi parce que le matin il fait nuit. Et attention à régulariser vos horaires de telle sorte que le lever soit le plus régulier possible d'un jour à l'autre. Ce n'est pas l'heure du coucher qui est important pour réguler l'horloge, c'est vraiment l'heure du lever. Diapo suivante. Alors, il y a différents outils pour surveiller votre sommeil et le réseau Morphée vous en met deux à disposition. Il y a d'abord l'agenda du sommeil. Vous en avez vu un exemplaire tout à l'heure avec l'exemple de l'insomnie. Alors, vous allez animer un petit peu pour que je montre comment on remplit les choses. Alors, une flèche vers le bas, ça permet de dire à quelle heure on se met dans son lit. Ensuite, la zone assurée, c'est la période où on dort. Allez-y, continuez. Donc, on voit qu'il y a un éveil possible. Et là, la deuxième partie avec la zone assurée avec DR, c'est du sommeil, mais avec du réveil mélangé. Donc, c'est cette espèce de demi-sommeil que l'on peut avoir quand on est à moitié endormi, à moitié réveillé, on ne sait pas trop. Et puis, la flèche vers le haut, c'est pour dire qu'on se lève. Eh bien, si vous remplissez ça tous les matins et que vous faites un petit tableau comme vous avez vu dans l'exemple tout à l'heure, vous avez une image de votre sommeil qui vous donne une idée de ce qui se passe, qui est bien mieux que que toutes les montres connectées qui vont en fait vous donner des trucs pas nécessairement justes. Mais là, c'est ce que vous pensez de votre sommeil et ça peut être un élément intéressant si vous allez consulter pour des troubles du sommeil parce que ça donne cette vision de votre sommeil au médecin et ça, c'est important. Diapo suivante. Vous avez
Oui, pardon, il y a l'évaluation dans la journée, mais enfin, ça, c'est moins important. Diapo suivante, donc, le réseau Morphée met à votre disposition un questionnaire d'évaluation du sommeil qui a l'intérêt de vous donner un rapport à la fin, une fois que vous l'avez rempli, en format PDF, donc que vous pouvez télécharger avec des conseils qui sont des conseils spécifiques par rapport à vos troubles du sommeil, des conseils aussi plus généraux, et puis qui relistent tout l'ensemble de vos symptômes. Alors, il y a plus de pages que ça, hein. Vous avez 4 pages en fait de rapport, et c'est un document très intéressant si vous devez aller consulter un médecin après, parce que ça récapitule un peu tout ce que vous pensez de votre sommeil, et parfois même ça vous donne des idées parce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, notamment est-ce que je suis un peu triste, est-ce que je suis anxieux, ou est-ce que pourquoi il m'interroge dans le questionnaire sur les antécédents de mes parents sur telle et telle pathologie. Ben, c'est parce que ça interfère avec votre sommeil. Donc, du coup, ça fait prendre conscience d'un certain type de problème par rapport au sommeil qui est large. Vous avez ces problèmes de rythme, vous avez ces problèmes de besoin, et vous avez ces problèmes d'habitude aussi qui vont beaucoup interférer avec votre sommeil. Et vous pouvez aussi avoir des apnées du sommeil ou un syndrome des jambes sans repos. Syndrome des jambes sans repos, et ça, le questionnaire vous y aidera pour les identifier. Diapo suivante, je crois que c'est fini. Voilà. Merci de votre attention. Donc, je crois qu'il y a un petit temps pour les questions. Donc, Oui, merci, merci docteur Royan Parola. Effectivement, j'ai eu pas mal de questions. Alors, comme il nous reste un petit peu de temps, je vais vous les poser. d'accord. Euh, on nous demande, il y a eu un petit questionnaire qui a été fait, le premier sondage, et beaucoup de personnes ont à ce moment-là réagi en disant, mais si je suis couche-tard et lève tôt. D'accord. Oui, Alors, effectivement, il y a des couches-tard lève-tôt. Ça s'appelle des petits dormeurs. Il n'y en a pas beaucoup. Ça représente à peu près 3 ou 4 de la population qui dort 6 heures ou moins. Mais sinon, effectivement, la moyenne est plutôt entre 7h30 et 8 heures. Et donc ça, c'est grand pool des intermédiaires, hein, bien évidemment. Après, vous avez des gens qui sont à la fois couche-tôt et lève-tard, qui sont des très longs dormeurs, donc qui sont couchés à 20h30, 21h, et qui se lèvent à 9h. Donc là, vous voyez que dans la vie de tous les jours, ça peut être quand même très handicapant. Et c'est les différences individuelles que l'on peut voir, ça c'est sûr. d'accord. Nous avons aussi une personne qui demandait quel est l'impact sur la santé de ne pas voir la lumière naturelle du jour. Euh, tout, alors, il y a sûrement des impacts par rapport à des pathologies autres que sur le sommeil. Je pense au fait que, notamment, il faut à ce moment-là sûrement être supplémenté en vitamine D de manière régulière parce qu'il doit y avoir vraiment des carences. Mais et c'est quand même assez rare d'être dans des situations, à part quand on est au Groenland en permanence en période hivernale. Mais bon, par rapport au sommeil, si vous voulez, le fait de ne pas avoir de rapport avec la lumière, ça fait que on n'a plus du tout d'informations par ce biais-là sur le rythme de la vie de tous les jours. Alors, je vous ai parlé aussi des rythmes, enfin, je l'ai un petit peu évoqué au niveau des groupes. Le groupe, et notamment chez l'homme, le groupe social a un énorme rôle de synchronisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui vivrait constamment dans le noir ou presque, enfin dans le noir, en tout cas pas avec la lumière du jour, mais qui garderait une activité sociale, une activité familiale très rythmée, très structurée, n'aura pas de problème fondamental. C'est vraiment dans le fait que la disparition de la lumière naturelle fait qu'à ce moment-là, on a beaucoup plus tendance à être dans une rupture au niveau des rythmes biologiques. Mais il y a quelques-uns qui arrivent à rester en phase. Hein.
Et alors, vous avez abordé le sujet de la mélatonine. On nous demande, est-ce qu'il est bon de prendre de la mélatonine de synthèse le soir? Alors, de prendre comme ça pour mieux se synchroniser, non. Parce que c'est comme tout, c'est une hormone, donc elle a une fonction qui est recherchée, c'est la fonction sur les rythmes. Bon, elle a d'autres fonctions qui sont évoquées, mais il n'y a jamais eu d'études à long terme sur une grosse cohorte pour savoir quels pourraient être à terme, au bout de 10 ans, 15 ans d'utilisation, des effets nocifs. Donc la prudence, tout simplement, nous fait penser que il ne faut pas prendre de la mélatonine systématiquement, uniquement en cas de troubles du rythme veille-sommeil et uniquement avec un accompagnement médical si nécessaire. D'accord. On nous a aussi beaucoup posé des questions par rapport aux écrans et cette fameuse lumière bleue, en nous demandant est-ce que les différents modes de nuit des écrans qui existent, où vous savez, on peut aussi changer, mettre des couleurs chaudes, est-ce que ces réglages pouvaient être efficaces pour minimiser les effets de la lumière bleue? Alors, ça minimise sûrement des effets qui sont liés à la lumière. Ça ne minimise pas les effets, je dirais, comportementaux. C'est-à-dire que, notamment pour les adolescents, ils sont souvent multitâches. C'est-à-dire que sur un téléphone portable, ils ne sont pas simplement en train de regarder une vidéo, en même temps, ils chattent avec les copains pour des réactions sur des trucs, ou ils vont aller sur les réseaux sociaux. Enfin, et du coup, il y a des interactions où l'on est, où ils sont, ou bien où on est très sollicité sur le plan idéique, sur le plan de l'humeur, sur le plan des pensées. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un état nécessaire à l'endormissement qui est celui d'être déconnecté. Pour vraiment s'endormir, il faut pouvoir se mettre un peu, je disais tout à l'heure, dans sa bulle. C'est-à-dire qu'on se replie sur soi, on se coupe du monde. Et là, on peut laisser venir les mécanismes du sommeil. Si on est constamment en train d'agir et d'interagir avec les autres, notamment au travers de ces super outils que sont les téléphones portables, même s'il n'y a pas la lumière, on est dans quelque chose qui est contradictoire. On donne deux messages qui sont contradictoires à notre cerveau. Et est-ce qu'on sait si, c'est une question qui nous était posée aussi, la télévision a le même effet que les autres types d'écrans, téléphones, tablettes? Alors, la télévision a un effet moindre après, parce que vous êtes à peu près à 3 mètres, 2-3 mètres ou moins de l'écran. Donc, la luminosité elle-même est moins forte, mais après, il y a le contenu de l'émission. Et puis, force est de constater qu'il y a des écrans maintenant qui sont énormes. Et si le rapport distance de vos yeux et écran fait que c'est un truc qui est vraiment très très fort, vous pourrez avoir dans ces cas-là, mais qui ne sont pas le cas le plus courant quand même, hein, avoir un effet qui va être semblable avec ce qu'on a avec un téléphone portable. D'accord. J'ai une question alors sur un autre ordre d'idées là qui nous sont posées en direct. Euh, il s'agit du sport. J'ai vu passer, excusez-moi, je recherche la question, mais c'était par rapport à l'heure de coucher. Donc, en fait, on voulait savoir est-ce qu'on peut faire du sport après 18 heures, hein, et comme on sait que le sport augmente un peu la température du corps, voilà, quelles sont les préconisations? Alors, le sport, du point de vue des rythmes et du point de vue du sommeil, ça, c'est vraiment à distance du sommeil que c'est mieux, c'est-à-dire au moins 8 heures avant l'heure d'endormissement. Mais il y a des gens qui ne peuvent faire du sport que le soir. Alors, il faut savoir qu'il y a une habituation, c'est-à-dire que si quelqu'un fait très très régulièrement du sport, les effets sur le sommeil s'estompent finalement. Mais faut être un sportif, enfin, faut le faire régulièrement, pas une fois par semaine. Et d'autre part, à ce moment-là, il y a quand même, par rapport à l'endormissement, il faut essayer quand même de garder au moins 2 heures
avant l'heure où on va s'endormir habituellement. D'accord, donc il faut 2 heures. Et comment peut-on réguler son temps de sieste lorsqu'on ne sait pas combien de temps on met pour s'endormir? Bah, si on met, on ne sait pas combien de temps on met pour s'endormir, alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire Hmm. que il y a des gens qui vont peut-être s'endormir tout de suite, peut-être s'endormir plus longtemps? Bah, de toute manière, c'est un temps où vous allez vous reposer parce que le fait de vous allonger, de vous détendre, etc. Et puis si vous vous endormez au bout d'une demi-heure, ça pose quand même problème sur le questionnement de quel est l'intérêt de la sieste. Donc l'intérêt de la sieste, c'est si vous avez un peu une baisse de vigilance et l'envie de dormir, que ça va vraiment vous apporter un plus. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Donc, du coup, mettez enfin, il faudrait que les gens mettent une alarme au bout d'une demi-heure pour pas dormir trop longtemps parce que s'ils s'endorment au bout d'une heure avec difficulté, après, c'est n'importe quoi. Ça vient désorganiser complètement le rythme de sommeil. On ne fait pas la sieste par obligation, on fait la sieste si vraiment on a une envie de dormir. Donc, l'envie de dormir, ça doit se traduire par un endormissement quasi immédiat. Sinon, c'est qu'on n'a pas besoin de sieste. On nous demande pour la luminothérapie, est-ce qu'elle est préférable plutôt le matin ou à quel moment et pour combien de temps? Alors, la luminothérapie est en effet préférable le matin, pendant 30 minutes minimum, mais plutôt 45 minutes si l'on peut. Donc, c'est pas toujours facile à organiser le matin parce que bah, même si on prend un petit déjeuner sans trop se presser, on va rarement faire 45 minutes de petit déjeuner. Donc, c'est vraiment le matin. Alors, ça peut être, il y a des gens qui ont les possibilités de travailler dans un bureau en en pouvant mettre la lampe de luminothérapie à côté, enfin à côté, sur leur bureau, à côté de leur écran, et pouvoir travailler le matin avec la lampe de luminothérapie. Mais par contre, il faut éviter la luminothérapie l'après-midi et bien sûr encore plus le soir, sauf si on est quelqu'un qui s'endort à 20h30 tous les soirs et qui est réveillé à 3h du matin. Là, la luminothérapie aura pour effet de décaler le sommeil avec un endormissement plus tardif et un réveil plus tardif. Est-ce qu'on sait combien de temps on passait devant les écrans avant confinement et couvre-feu? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'il y a eu des études de fait? On nous pose la question. Alors, oui, on l'a fait au niveau du réseau Morphée. Alors, je ne sais plus les chiffres. Je crois qu'on était, si vous voulez, les chiffres de 4 heures sur écran dans la soirée, pour l'ensemble de la population, je ne parle Ouais. pas d'un adolescent qui peut le faire, c'était rare. Et là, on était quand même à 40% de gens qui passaient 4 heures sur écran. Ça, c'est pas le soir, c'est toute la journée. Céline qui est en train de nous repasser la Ouais, diapositive. voilà. Et l'enquête sur le sommeil qui a été faite par le réseau Morphée, vous la retrouvez sur le site du réseau Morphée, mais je n'ai D'accord. vraiment plus du tout une idée des chiffres. Mais c'était énorme, le passage de avant et maintenant, enfin maintenant. Pendant le confinement, c'était vraiment incroyable. D'accord. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui se sont mises Et sur les écrans. c'était pendant le premier confinement, ce qui était quand même un moment un petit peu plus particulier que maintenant où on est, je dirais, dans une autre routine. Enfin, il y a d'autres habitudes qui se sont créées. Le confinement, c'était un peu, c'était le premier confinement, c'était quelque chose de tout nouveau. Pour certains, ça a été considéré comme, bon, bah, finalement, on est un peu hors du temps pendant 6 semaines et ça va aller tout à fait normalement après. Pour certains, c'était un peu de la sidération, mais en tout cas, il y avait un arrêt complet de tout le reste. Alors que là, maintenant, la vie, avec tous ces aménagements, continue quand même. Je pense qu'on n'aurait pas les mêmes chiffres maintenant. Enfin, ce ne serait pas nécessairement pareil.
Alors, par rapport à ce confinement, certaines personnes posent des questions qui tournent autour justement du fait de ne pas pouvoir sortir quand il y a couvre-feu à 18 heures. Donc, quelle est la solution pour avoir le plus de lumière si on ne peut pas avoir la lumière du jour? Est-ce que la luminothérapie répond à ce genre de problématique? Oui, alors la luminothérapie répond au genre de problématiques en tant que pas de lumière, comment utiliser de la lumière à la place d'eux, mais le fait qu'il y ait un couvre-feu à 18 heures ne change rien du tout sur l'exposition à la lumière en hiver, parce qu'il fait nuit à partir de 5h30, enfin peut-être maintenant 6 heures, mais en tout cas, c'est pas la lumière de 6 heures et après qui est importante. C'est plutôt pour quelqu'un qui voudrait faire du sport à 6 heures du soir et qui ne peut pas. Euh, mais la lumière actuellement, pour prendre de la lumière normale, et c'est intéressant même en période de confinement ou télétravail, c'est de s'astreindre le midi, de sortir systématiquement pendant minimum une demi-heure pour faire un circuit, le tour du pâté de maison un peu plus élaboré, où l'on marche et où le seul but, c'est d'être exposé à la lumière. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai des patients qui actuellement me disent qu'ils se mettent sur leur ordinateur à 8 heures du matin et qu'ils en émergent à 18 heures ou 19 heures avec juste une pause d'une heure le midi. Et parce qu'ils ont des réunions sur réunions, ce que je trouve totalement incroyable, parce qu'il y a même plus de pause pour, disons, déjà diminuer la concentration, enfin diminuer l'attention que l'on doit porter sur l'écran, mais en plus, il n'y a pas de pause pour pouvoir bouger. C'est, enfin, ça, tous les spécialistes du sommeil le disent, mais il n'y a pas que les spécialistes du sommeil. Il y a tous les gens spécialistes de l'obésité qui sont droit debout, tous les cardiologues, etc. Donc, il y a vraiment, dans les conditions de télétravail, des alternances de pause avec activité et des alternances avec exposition à la lumière naturelle qui sont absolument indispensables. D'accord, je vous remercie. Je vois que apparemment nous arrivons au bout de ce temps de conférence. Donc, merci, docteur Royan Parola, pour votre disponibilité et la qualité de votre intervention aujourd'hui. En conclusion, je vous rappelle que vos services de santé au travail sont à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions sur des thématiques de prévention. Vous retrouverez dans le support donc les liens vers les sites de vos services de santé au travail et je vous rappelle qu'il vous suffit d'aller sur www.fédération-santé au travail-île-de-France.org. Nous vous rappelons que nous avons cette semaine un speed learning qui aborde plusieurs thématiques justement par rapport à notre situation de télétravail pour être en meilleure forme. Et après-demain, nous avons un webinaire spécifique sur la nutrition, toujours en télétravail. Donc, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Certaines questions auxquelles nous n'avons pu répondre étaient trop individuelles, comme le précise Madame Roux. Donc, nous vous conseillons de vous orienter vers votre médecin pour les questions très spécifiques à vos situations. Merci encore, Dr Royan Parola. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.